L'objectif de cette conférence n'était pas en fait d'arriver à la paix, puisque absolument aucun élément de paix n'a été considéré, mais il s'agissait simplement d'asseoir la légitimité de Zelensky. Je vous rappelle que le président Zelensky est, depuis le mois de mai, du fait de l'annulation des élections présidentielles, est un peu suspendu en l'air en termes légaux en Ukraine parce que normalement, en cas d'annulation des élections présidentielles lors notamment d'un état d'urgence, comme c'est le cas en Ukraine, eh bien c'est en fait le président du Parlement ukrainien qui devrait avoir l'autorité en Ukraine. Bonjour, nous sommes le 18 juin 2024, 2 jours après la conclusion de la conférence de Bürgenstock sur l'Ukraine qui a eu lieu donc en Suisse. J'avais déjà fait une vidéo avant la conférence, de façon à présenter un petit peu la problématique présentée lors de cette conférence. Aujourd'hui, évidemment, on a le recul et on peut analyser un petit peu les résultats de cette conférence. Et on remarque que d'ailleurs, et comme on le verra d'ailleurs, comme la presse ukrainienne même le constate, eh bien, cette conférence n'est pas un succès. Elle n'a pas atteint les objectifs qu'elle s'était fixés, qui étaient d'ailleurs assez modestes. Et il faut rappeler que déjà au début, ou plutôt même avant la conférence, la ministre de la Défense et simultanément présidente de la Confédération, Madame Viola Amert, qui a donc la charge, la responsabilité de la mise en œuvre de cette conférence qui avait été décidée au mois de janvier 2024 à l'occasion ou en marge du World Economic Forum qui avait lieu à Davos, où Zelensky avait demandé à la Suisse d'organiser une telle conférence. Et Madame Amert s'est aperçue déjà au mois de mai que euh, cette conférence ne pourrait avoir de succès sans la présence de la Russie, sans quoi c'était simplement un club entre personnes de même opinion, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, elle prévoyait déjà au mois de mai de faire une conférence de suivi avec la Russie, ce qui montre d'ailleurs qu'on est parti au Bürgenstock avec l'idée d'échec en tête. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins ce qu'on a vu dans les médias, y compris les médias ukrainiens, au début même avant même la conférence, puisque déjà le 12 juin, eh bien, les Ukrainiens notaient que le nombre de participants était en train de s'effondrer, et des 160 participants qui avaient été invités au départ par le gouvernement suisse et le gouvernement ukrainien, eh bien, au final, il y aura qu'une centaine de délégations qui participeront. J'y reviendrai plus tard dans l'analyse des résultats. Donc, on voit qu'on n'est pas dans un grand succès. D'autre part, cette conférence s'est faite dans la foulée du G7, du sommet du G7, que le Télégraphe, le magazine, ou plutôt le journal britannique, avait qualifié du sommet du G7 le plus impopulaire de l'histoire. Et effectivement, on voyait les résultats de la popularité de chacun des dirigeants du G7, ce qui témoigne d'ailleurs et ce qui se manifestera durant la conférence de Bürgenstock, c'est le manque de crédibilité des Occidentaux dans cette conférence. Et c'est effectivement déjà le G7 était annonciateur de ce manque de crédibilité qui allait affecter la conférence. Et alors évidemment, ajoutant la confusion à la stupidité, les Américains n'ont pas hésité, comme à leur accoutumée, à confondre la Suède et la Suisse, et donc et annoncer ainsi que les délégations se réuniraient en Suède. Revenons à la conférence et revenons à la thématique de cette conférence. Alors, j'aimerais rappeler que cette conférence portait sur ce qu'on a appelé la formule de paix de Zelensky pour l'Ukraine, qui a été élaborée durant l'été 2022, qui a été présentée pour la première fois à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2022.
et puis qui a été décliné par la suite en une formule en 10 points, sont les mêmes 5 points qui ont été, si vous voulez, déclinés en 10 points, et qui a été présenté successivement dans 5 conférences différentes entre novembre 2022 et janvier 2024 à Davos. Et c'est sur la base de ces 10 points que devait se tenir la conférence de Bürgenstock au mois de juin, donc il y a 2 jours. Mais on s'est rapidement aperçu que les 10 points qui avaient été prévus ne pourraient pas être couverts par cette conférence, ou du moins ne pourraient pas rassembler l'unanimité. Par conséquent, la formule de Zelensky a été réduite à 3 points. On va y revenir. Alors, pour comprendre le passage de 10 points à 3 points, il faut rappeler que cette formule de paix a été écrite par Zelensky en été 2022, comme je l'ai dit, à un moment où il prévoyait de faire une contre-offensive qui devait reprendre, si vous voulez, tous les territoires que la Russie avait occupés jusque-là, y compris la Crimée. Et cette contre-offensive, qui finalement n'aura jamais lieu en 2022, qui sera repoussée à l'automne 2022, hiver 2022, 2022-2023, et puis qui aura finalement, qui se déroulera en juin 2023, tout simplement parce que les Ukrainiens, malgré leur planification, et cette contre-offensive devait compter 1 million d'hommes, ils n'ont jamais réussi à mobiliser ce million d'hommes d'une part, et puis d'autre part, tout leur potentiel matériel a été détruit, ce que l'Occident n'a pas très bien compris parce que nos médias nous ont présenté une réalité très différente et personne n'a compris que les Ukrainiens n'avaient plus les moyens de faire cette contre-offensive. Seuls les Américains l'ont compris, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, quand on étudie ces 10 points, eh bien, on s'aperçoit que tous ces 10 points découlent en réalité de résolutions des Nations Unies qui ont été prises en 2022. Et on trouve, on va en reparler quand on va détailler les 3 points qui ont été négociés, mais en gros, ce sont Zelensky, en articulant sa formule de paix, a repris les passages dans différentes résolutions des Nations Unies, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il pensait pouvoir rassembler l'unanimité autour de ce plan, puisque finalement, chaque partie du plan avait déjà été acceptée d'une certaine manière par les membres des pays, les États membres des Nations Unies. Alors, de ces 10 points, il n'y en a que 3 qui ont été conservés. D'ailleurs, j'avais annoncé ces 3 points dans ma vidéo précédente, d'après les informations que j'avais, et ce sont effectivement les 3 points qui ont été conservés pour cette conférence. Alors, on voit ces 3 points, c'est la sûreté radiologique et nucléaire, la sécurité alimentaire et la libération des prisonniers, des personnes déportées, y compris la question des enfants qui a été largement évoquée durant la réunion, la conférence de Bürgenstock. Alors, il est important de rappeler que ces 3 points, la sûreté radiologique, c'est une résolution qui avait été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies alors qu'il y avait des combats autour de la centrale nucléaire de Zaporozhye, et où on accusait la Russie de tirer sur la centrale nucléaire qu'elle avait d'ailleurs, qu'elle contrôlait depuis le 5 mars 2022. La Russie ou les forces russes occupaient le site de la centrale nucléaire et pourtant il y avait des tirs d'artillerie dessus. Alors on a trouvé nos journalistes qui ont fait des trésors d'imagination et de contorsion intellectuelle pour expliquer que les Russes tiraient sur eux-mêmes sur cette centrale nucléaire. La sécurité alimentaire, c'est une résolution qui a été également adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, alors on accusait la Russie d'avoir miné les accès des ports ukrainiens afin d'empêcher la circulation des céréales, notamment les céréales qui étaient transportées par bateau sur la mer Noire. Et puis finalement, le 3e point, c'était la question des personnes déportées. On va y revenir tout de suite. Alors, quand on regarde ces 3 points, on s'aperçoit qu'en réalité, les 3 points avaient pour objet
en réalité des problèmes qui étaient des problèmes ukrainiens, pas des problèmes liés à la Russie. Par exemple, la sûreté radiologique, on a eu en octobre 2023 le chef du service de renseignement militaire ukrainien qui a lui-même confessé que les attaques sur la centrale nucléaire de Zaporozhye étaient le fait de l'armée ukrainienne. Donc les Russes, assez logiquement, ne se tiraient pas sur eux-mêmes. Et donc, les Russes avaient parfaitement raison sur cette question-là. Mais on a quand même cette résolution. La raison pour laquelle les Ukrainiens ont tiré sur la centrale de Zaporozhye était de créer un incident ou de faire croire qu'il y aurait un incident nécessitant de la part des Occidentaux la création d'une zone d'interdiction de vol qui aurait été, si vous voulez, mise en œuvre par l'OTAN et qui aurait de ce fait empêché ou rendu très difficile l'action des forces aériennes russes. Et c'était en fait la raison pour laquelle ces attaques ont été menées contre la centrale de Zaporozhye. Pour la sécurité alimentaire, c'est exactement la même chose. En fait, les Russes n'ont jamais voulu empêcher le commerce de céréales à partir des ports ukrainiens. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que au début de l'offensive russe, les Ukrainiens ont rapidement miné les ports, et notamment dans la région d'Odessa, de peur que les Russes fassent un débarquement amphibie pour prendre à revers les forces ukrainiennes dans toute la région d'Odessa et la partie occidentale, si vous voulez, de la rive du Dniepr. Et d'ailleurs, en juin 2022, alors que on parlait de cette crise à la fois humanitaire et alimentaire, les Ukrainiens, et notamment M. David Akhamia, qui est un des conseillers de Zelensky, avaient déclaré que les militaires ukrainiens étaient opposés au déminage des ports ukrainiens. Et donc, on voit bien que en Europe, on a été finalement aveuglé par notre propre narratif sur ces questions, mais que la problématique était une problématique bien plus ukrainienne que russe. Et d'ailleurs, les Russes ont montré par la suite qu'ils n'ont jamais été opposés au trafic de denrées alimentaires sur la mer Noire à partir des ports ukrainiens. Donc, on voit bien qu'on est dans quelque chose qui est assez fallacieux, et on va retrouver d'ailleurs la même chose avec la question des enfants déportés, qui ont fait l'objet d'ailleurs d'un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les enfants qui ont été écartés de la zone des combats dans la région, principalement d'ailleurs dans l'oblast de Donetsk ou République de Donetsk. Ces enfants ont été écartés avec l'accord de leurs parents et ont été, si vous voulez, scolarisés, mais non pas déportés, scolarisés en Russie. Et un journaliste américain les a d'ailleurs retrouvés, ces enfants, qui étaient parfaitement bien logés, qui participaient à des cours de musique, etc. Donc les otages de Poutine, tels que nos médias les ont présentés, étaient en réalité une manière de mettre en sécurité ces enfants qui étaient bombardés par l'artillerie ukrainienne le secteur de Donetsk et de Lugansk. On voit ici que les trois objets qui ont été retenus pour la conférence de Bürgenstock pouvaient naturellement recueillir l'unanimité des participants parce que c'était des résolutions ou des objectifs qui allaient dans un sens que tout le monde peut accepter. Mais quand on regarde le fond des choses, en réalité, eh bien, pour les 3 points, c'est une attaque en réalité contre l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs comme ça que les Russes l'ont parfaitement vu, parce que la réalité des choses est celle-ci. Pourquoi donc cette conférence si elle n'a pas apporté ni la paix, ni résolu des situations qui étaient en fait gérées ou qui résultaient de problèmes initiés par les Ukrainiens? Mon analyse, mais l'analyse de beaucoup aussi, c'est que l'objectif de cette conférence n'était pas en fait
d'arriver à la paix, puisque absolument aucun élément de paix n'a été considéré, n'a été, oui, ni considéré d'ailleurs, ni atteint, mais il s'agissait simplement d'asseoir la légitimité de Zelensky. Je vous rappelle que le président Zelensky est, depuis le mois de mai, du fait de l'annulation des élections présidentielles, eh bien, est un peu suspendu en l'air en termes légal en Ukraine parce que, selon la constitution ukrainienne, il n'y a pas de fonction présidentielle dans la situation qui est celle de l'Ukraine actuellement. Et que normalement, en cas d'annulation des élections présidentielles lors notamment d'un état d'urgence, comme c'est le cas en Ukraine, eh bien, c'est en fait le président du Parlement ukrainien qui devrait avoir l'autorité en Ukraine. Or, Zelensky l'a conservé, donc légalement, il se trouve dans une sorte de zone grise, si vous voulez, et c'est probablement pour à la fois asseoir cette légitimité vis-à-vis de l'extérieur et probablement aussi vis-à-vis de l'intérieur du pays que cette conférence a eu lieu en réalité. Et on le voit d'ailleurs parce qu'en Ukraine, on s'aperçoit que de plus en plus, les gens remettent en question la légitimité de Zelensky. Et on a tout récemment, on a eu ce sondage par l'Institut de sociologie de Kiev qui évoquait le fait que finalement Zelensky n'avait pas atteint les promesses qu'il avait annoncées ou qu'il avait faites lors de sa campagne présidentielle. Donc on est effectivement dans une situation où Zelensky doit asseoir sa légitimité et c'est effectivement l'objectif de cette conférence. Alors, un élément n'a pas été évoqué durant la conférence parce que ce n'était pas l'objet. L'objet de la conférence n'était pas de discuter de paix. D'ailleurs, si on avait voulu discuter de paix, on aurait invité la Russie et on l'aurait invitée à table pour qu'elle puisse présenter sa position. En Russie même, Vladimir Poutine, le 14 juin, c'est-à-dire la veille du début de la conférence de Bürgenstock, au cours d'une séance avec les hauts responsables du ministère des Affaires étrangères russe, a eu une longue intervention dans laquelle il a expliqué la position russe dans le cadre d'éventuelles négociations de paix. Cette présentation de Vladimir Poutine n'a pas été évoquée dans les délibérations, ou enfin délibérations, il n'y a pas vraiment eu de délibération, mais dans les discussions qui ont eu lieu à Bürgenstock. Elles ont eu lieu, il y a eu des discussions dans les couloirs, mais pas de discussions officielles sur ces propositions. Alors, j'utilise le terme proposition parce que c'est le mot qu'utilise Vladimir Poutine dans son intervention. Mais pour moi, ce document ne correspond pas à une proposition. Vladimir Poutine exprime simplement les conditions dans lesquelles une négociation de paix est possible. Et c'est important de le rappeler parce que quand vous faites une proposition, eh bien, vous attendez, ou vous faites une offre en quelque sorte, et vous attendez une contre-offre ou une réponse. Mais quand on lit le texte sur le site du Kremlin, on s'aperçoit que Vladimir Poutine n'attend pas de réponse. Il exprime ses conditions, ce sont les conditions qu'il a énoncées, et si on ne veut pas entrer en matière sur ces conditions, eh bien les conditions deviendront plus difficiles encore pour l'Ukraine. Donc on n'est pas dans une vraie proposition, on est dans simplement, certains pourraient dire que c'est une forme d'ultimatum, et la manière dont ça a été présenté, d'ailleurs le 14 juin, et apparemment lors d'une réunion qui a été convoquée à la dernière minute par Vladimir Poutine et son équipe, montre que on a voulu finalement apporter une sorte de contre-feu à la conférence de Bürgenstock en disant, vous avez une conférence, mais en réalité, elle est basée sur rien du tout parce que notre position, c'est celle-ci, et à partir du moment où vous ne le prenez pas en considération, eh bien, votre conférence, elle ne sert à rien. Voilà, je pense que c'est un peu l'esprit dans lequel cette allocution ou cette intervention de Vladimir Poutine doit être comprise. Et de fait, on l'a bien vu avec les 3 points qui ont été retenus par
les organisateurs de la conférence de Bürgenstock, eh bien, on voit bien que les 3 points n'étaient pas basés d'abord sur les réalités du terrain. On voit bien qu'on ne peut pas construire une paix là-dessus. On a des points sur lesquels tout le monde peut s'accorder pour que ce soit quelque chose c'est des points qui sont assez consensuels d'une manière générale, mais qui n'apportent pas de résolution ou de réponse à la situation qui se déroule actuellement sur le terrain et dont on a les échos dans la région de Kharkov, etc. On voit bien qu'on est dans un monde parallèle en quelque sorte. L'intervention de Vladimir Poutine permet de remettre en quelque sorte l'église au milieu du village. D'ailleurs, Vladimir Poutine le dit dans son allocution, il dit si vous voulez commencer à parler de paix, eh bien il faut commencer par parler de la réalité, partir de la réalité et non pas d'inventer quelque chose. Et un des éléments d'ailleurs qu'il évoque, qui est d'ailleurs assez ironique, il dit, si vous voulez commencer à avoir une négociation de paix, la première chose à faire, c'est de vous autoriser vous-même à négocier. Et de fait, il fait référence au décret de Zelensky qui a été adopté le 4 octobre 2022, donc il y a même avant, ou plutôt au même moment où son plan de paix avait été émis, qu'il n'y aurait pas de discussion ou de négociation avec la Russie tant que Vladimir Poutine était au pouvoir. Mais je rappelle qu'il faut mettre ce décret dans son contexte. Et comme le plan de paix ou la formule de paix de Zelensky, qui avait été écrite à peu près à la même époque, c'est à l'époque où les Ukrainiens pensaient que leur offensive avec 1 million d'hommes contre les forces russes allait apporter un succès décisif et allait repousser de manière décisive les Russes vers les frontières de 1991 ou 2014, selon, enfin c'est plutôt de 1991 qu'avaient envisagé les Ukrainiens. Donc on est dans un contexte, dans l'esprit des Ukrainiens, il y avait une dynamique de victoire qui était en route et il n'y avait pas d'alternative possible à cette situation. C'est ce qui explique un petit peu ces situations qui aujourd'hui nous semblent totalement surréalistes, qu'on ne peut pas, que Zelensky lui-même ne se donne pas les moyens de négocier. Et c'est peut-être aussi l'incapacité de la conduite ukrainienne de s'adapter aux événements qui est un peu le problème dans cette affaire. Et donc, c'est ce que dit Vladimir Poutine. Il dit la première chose, c'est de vous donner les moyens de négocier. D'ailleurs, on voit que en Occident, l'atmosphère est à l'absence de négociation. On est resté un petit peu sur cette idée que l'Ukraine va gagner, que l'Ukraine peut gagner, et que par conséquent, il n'y a pas lieu d'avoir des négociations. Ça a été répété encore très récemment, au mois de mai, donc juste avant ce sommet de Bürgenstock, par le ministre de la Défense britannique qui disait il n'y a pas de deal possible entre Moscou et Kiev. Donc on voit bien qu'on est du côté occidental dans une dynamique négative par rapport à l'idée de négociation. Ce phénomène est d'autant plus important, et là il faut le regarder aussi du point de vue russe, parce que déjà dans l'ouverture de la conférence, les premières déclarations des uns et des autres, et ici je prends l'exemple du président polonais Duda, qui appelle déjà dès le départ à la décolonisation de la Russie. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la décolonisation de la Russie, c'est l'idée de balkaniser la Russie, ou plutôt de la décomposer en une série d'États indépendants, de façon à ce qu'elle ne soit plus menaçante. Et il y a eu plusieurs conférences, vous avez ici à l'écran un certain nombre de ces conférences qui ont déjà eu lieu en vue de provoquer et d'encourager l'opposition en Russie pour la décoloniser. Alors, c'est intéressant parce que dès lors qu'on a une conférence de paix qui s'ouvre en Suisse, on a simultanément les dirigeants européens qui montrent que leur objectif n'est pas d'aider l'Ukraine, mais d'affaiblir la Russie et de s'attaquer à la Russie. En fait, ce qu'on dit, et là j'ai cité l'exemple du président Duda, mais on avait eu ces dernières semaines également les déclarations de Madame Kaja Kallas, la première ministre estonienne, on a exactement le même phénomène. Et c'est cette idée que
et qui est très populaire en Russie et qui correspond d'ailleurs au discours, et ce qui rend d'ailleurs le discours de Vladimir Poutine crédible, lorsque Vladimir Poutine dit en fait on en veut à la Russie, on n'essaye pas de rétablir les choses en Ukraine, on en veut à la Russie et de fait, effectivement, on est dans un narratif, dans une, on pourrait dire même stratégie, qui vise la Russie et non pas de rétablir la situation. Et c'est là où ça devient très paradoxal et où on a un peu le sentiment que les dirigeants européens ne comprennent pas la dynamique qu'ils déclenchent eux-mêmes, c'est que le reste du monde voit ça et comprend bien que l'objectif ici n'est pas d'aider l'Ukraine. Et donc la popularité de la Russie augmente à chacune de ces déclarations, et c'est là où on est avec quelque chose qui est assez étrange. Dans le discours de Vladimir Poutine, et je répète, c'est des conditions qui sont absolument pas discutées, qui n'ont absolument pas été discutées à Bürgenstock, mais il est intéressant quand même de les rappeler ici. Donc, on a ici sur la carte, vous avez en rouge la partie, grosso modo, aujourd'hui, c'est plus tellement actuel. On devrait avoir une extension de cette zone rouge dans la région de Kharkov. Ma carte est un peu ancienne, mais grosso modo, vous avez l'idée de la chose. Et la proposition de Vladimir Poutine, ou pas la proposition, mais ses conditions pour avoir une paix, c'est de l'abandon, en quelque sorte, par l'Ukraine, des zones qui sont marquées en rouge vif ici, c'est-à-dire les territoires des oblasts de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, et qui doivent permettre ici de retrouver, si vous voulez, les structures territoriales qui existaient, qui préexistaient avant l'intervention russe. C'est des conditions qui sont sans doute maximalistes et qui ont, à mon avis, été lancées par Vladimir Poutine de manière un peu provocatrice en disant, vous faites votre conférence de votre côté, ben voilà, nos prétentions, c'est celle-là. Et puis, comme c'est nous qui avons le couteau, qui tenons le couteau par le manche, eh bien, c'est à vous de vous adapter à ces conditions. C'est un petit peu le sentiment que j'ai, ce qui lui permet d'ailleurs d'avoir une latitude de mouvement s'il y a des négociations par la suite. Il peut toujours réduire en ayant des prétentions plus grandes que ce qu'il occupe actuellement, ça lui permet de négocier quelque chose, si vous voulez. Et d'ailleurs, tout ça a été relevé, comme nous allons le voir, par la presse ukrainienne. Alors, c'est intéressant aussi de voir que la presse ukrainienne est assez critique par rapport à comment dire, euh, par rapport aux résultats de cette conférence. Et on y a des articles extrêmement circonstanciés qui ont été publiés dans la presse ukrainienne et qui peuvent déjà d'ailleurs, comment dire, esquisser l'échec de cette conférence. Tout d'abord, ils disent, ben, un premier aspect de cette conférence, c'était que la proposition russe de demander l'ensemble des territoires des oblasts que j'ai évoqués tout à l'heure, eh bien, on aurait pu saisir cette opportunité pour dire non, on veut négocier sur la base de la ligne de front qui est actuelle, ce qui aurait donné un avantage à Zelensky, non pas un avantage sur le terrain, mais un avantage politique, parce que en utilisant la proposition, en exploitant en quelque sorte la proposition de Vladimir Poutine, Zelensky aurait fait l'unanimité s'il avait dit non, on ne va pas vous donner ça, mais on négocie sur les positions actuelles. On essaie de trouver une solution à partir des positions actuelles. Et ça aurait été très difficile pour Vladimir Poutine de revenir avec son exigence d'avoir des territoires plus étendus que ce qu'il occupe maintenant, parce que ce qu'il demande, c'est en réalité une cession de territoire. Et là, les Occidentaux n'ont pas saisi l'opportunité, mais ça aurait été l'opportunité de découpler la Russie du reste du monde, parce que le reste du monde n'aurait probablement pas suivi dans une position aussi maximaliste. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante à relever et probablement qui montre l'incapacité des Occidentaux à saisir les opportunités et à finalement exploiter la situation de manière pragmatique.
Alors, le bilan de cette conférence, quel est-il? Tout d'abord, comme je l'ai déjà expliqué, il y a eu 160 invitations, il y a eu 100 délégations qui sont venues. Cette conférence devait être un sommet, c'est-à-dire devait vraiment asseoir l'autorité de Zelensky par rapport aux dirigeants du monde. Or, ici, dans ces conférences, il y a eu 100 délégations, comme j'ai dit, mais seulement 57 chefs d'État présents. Par conséquent, on est assez loin d'avoir un sommet, y compris d'ailleurs, même Joe Biden ne s'est pas déplacé et d'autres chefs d'État chinois, etc., ne s'est pas déplacés. Donc on est avec quelque chose qui est finalement beaucoup moins représentatif que ce qu'on avait évoqué. Parmi les 100 délégations, il y avait 8 organisations internationales et on avait principalement en réalité les amis, les Occidentaux en réalité dans cette affaire. Et puis, la déclaration finale qui a été, bon, comme vous savez, les déclarations finales dans ce genre de conférence sont des documents qui sont préparés de longue date, qui sont préparés avant même la conclusion de la conférence. On prend, et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Suisses, c'est de reprendre les 3 points qui étaient l'objet des discussions, de les remettre dans un document et puis de faire une déclaration qui demande le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, etc. Et puis mettre ça dans un court document qui devait être signé par tout le monde. Or, malgré qu'il y ait eu 100 délégations, il n'y a que 78 pays qui ont signé cette déclaration. Donc, ce n'est même pas la totalité des participants. Et on voit ici que déjà là, il y a une fissure dans le groupe des participants qui était a priori plutôt favorable à l'Ukraine. Et là, on s'aperçoit, et d'ailleurs ça a été relevé par la presse ukrainienne, eh bien que l'objectif de cette conférence était de créer l'unanimité autour de l'Ukraine et de son président. Or, il n'y a pas eu cette unanimité et parmi les 78 qui ont signé, ben, ce sont pratiquement tous, personne s'en étonne d'ailleurs, des alliés des Occidentaux. Et puis, on a, parmi les signataires, c'est important de le relever, on n'a pas une seule des puissances non occidentales. C'est-à-dire, on n'a ni la Chine, l'Inde, etc., l'Arabie saoudite, qui sont des puissances qui comptent actuellement sur l'échiquier diplomatique et politique international. Eh bien, aucune de ces grandes puissances n'a signé. Par conséquent, on est vraiment dans une grande messe, une grande messe occidentale autour de cette conférence. Donc, on a cet objectif de globalité ou de soutien global à Zelensky n'a pas été atteint puisque finalement, on a 78 pays sur les 195 que comptent les Nations Unies et qui ont signé cette déclaration. Ensuite, les seuls pays, comme je viens de le dire, les seuls pays qui auraient pu avoir une influence sur la Russie, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, etc., eh bien, ne sont pas signataires de ce document. Donc, de nouveau, on peut dégager de cette conférence aucun potentiel de pression sur la Russie. Et puis, l'idée d'inclure toutes les parties au conflit, euh, suppose naturellement qu'on tienne compte des positions des uns et des autres, y compris la position russe d'ailleurs, puisque dans une négociation de paix, il faudra nécessairement, à un moment ou à un autre, revenir sur cette position, soit pour être contre, soit pour être pour, mais il faudra revenir sur cette proposition, on ne peut pas tout simplement l'ignorer. Or, et c'est un peu la philosophie de ce plan de Zelensky, ben, c'est que c'est nous qui avons gagné, enfin, prétendent les Ukrainiens à ce moment-là, c'est nous qui avons gagné, donc les Russes capitulent en quelque sorte. Et ces 10 points sont un plan de capitulation de la Russie qui, compte tenu de la situation dans le terrain, est évidemment totalement décalé par rapport à la réalité. Il est par conséquent impensable que la Russie puisse, de près ou de loin, accepter, ou même partiellement d'ailleurs, la résolution des 10 points. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que par souci de réalisme, tant il est vrai qu'il y ait du réalisme dans la réalisation de cette conférence, mais
euh, c'est par souci de réalisme ou de pragmatisme qu'on a abandonné tous les points qui demandent de facto la capitulation de la Russie. Alors, comment est-ce qu'on peut envisager la suite de ça? D'abord, tout le monde s'accorde à dire que s'il y a une suite, eh bien, elle devra comprendre inévitablement la Russie. Donc, on s'est aperçu après la conférence de quelque chose qu'on savait déjà avant, c'est-à-dire que sans la Russie, il n'y a pas de solution possible. Et puis, il y a évidemment cette problématique de l'habilitation de Zelensky à négocier, parce que Zelensky et personne ne peut vraiment négocier pour l'Ukraine, puisque Zelensky, lui, se l'empêche et les Occidentaux ne veulent pas négocier. Or, si on se place du côté russe, les Russes, chat échaudé, craint l'eau froide, ils ont eu trois expériences négatives avec les négociations avec l'Ukraine. Je rappelle que le 25 février 2022, au lendemain du début de l'offensive russe, Zelensky avait demandé d'organiser une conférence de paix à la Suisse, et c'est le ministre des Affaires étrangères suisse, M. Ignacio Cassis, avait commencé à annoncer d'ailleurs la préparation d'une conférence de paix. Finalement, il n'y aura pas de conférence de paix. Les négociations à Gomel, à la frontière bélarusse, se sont soldés par un échec, en grande partie à cause des Ukrainiens eux-mêmes, même essentiellement à cause des Ukrainiens à vrai dire, puisque eux-mêmes ont commencé à éliminer physiquement les négociateurs et ceux qui étaient favorables à cette négociation. Et donc on est tombé dans un deuxième ronde de négociations à Istanbul sous l'égide de M. Erdogan, qui a abouti à un projet de paix qui était déjà beaucoup plus élaboré, qui avait été réalisé à l'initiative de comment dire, de l'Ukraine, et qui demandait en substance la neutralisation, ou qui aboutissait à la neutralisation de l'Ukraine et sa non-participation à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, et puis au retrait des forces russes du territoire ukrainien. Alors, la question de la neutralité de l'Ukraine est un principe que d'ailleurs Vladimir Poutine a répété dans son allocution du 14 juin. Il a dit on était d'accord sur ce principe de la neutralité de l'Ukraine, qui d'ailleurs n'était pas complètement exotique, puisque la constitution de 1991, la première constitution de l'Ukraine indépendance de 1991, prévoyait que l'Ukraine ne ferait pas partie d'une alliance militaire qui puisse être opposée à la Russie et n'aurait pas de troupes étrangères sur son territoire. Le terme de neutralité n'apparaît pas dans cette constitution, mais de facto, on avait une forme de neutralité de l'Ukraine qui était prévue dans ces constitutions. Donc la proposition faite en mars 2022, finalement, était en accord avec cette première constitution de l'Ukraine. On n'était pas dans quelque chose qui était totalement exotique, et c'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine l'a repris dans ses conditions pour des négociations de paix ou pour une conférence de paix ces derniers jours. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Maintenant, il y a eu la troisième tentative. Eh bien, c'est une tentative qui a de nouveau été placée sous l'égide de la Turquie lors d'un voyage de Erdogan à Kiev, où il a proposé un sommet entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, ce que Vladimir Poutine a accepté, mais que Boris Johnson, une fois de plus, est intervenu pour empêcher. On était aux alentours entre le 18 et le 20 août 2022, et c'est la troisième tentative qui a, une fois de plus, échoué. Et donc, depuis ce moment-là, la Russie a compris que discuter avec l'Ukraine ne sert à rien, parce que même si on arrive à un accord et la possibilité d'avoir quelque chose où les deux parties s'accordent, eh bien, automatiquement, les Occidentaux vont venir derrière pour faire retirer la proposition ou la position ukrainienne. Par conséquent,
il faut pas discuter, il faut discuter avec le bon Dieu et pas avec ses saints. Et c'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine, je le pense, dans son esprit, et d'ailleurs c'est un petit peu ce qu'il dit d'ailleurs dans son allocution du 14 juin, c'est une négociation avec les personnes qui elles-mêmes prennent les décisions qu'il faudra faire, mais pas avec des gens qui sont finalement des fantoches. Alors, dans la terminologie et dans comment dire, dans ce que dit Vladimir Poutine, il y a deux aspects. Il y a d'abord la légitimité de Volodymyr Zelensky qu'on a déjà évoqué compte tenu de son statut de président qui est plus élu ou qui est hors mandat en quelque sorte. Alors il y a cet aspect-là. Et puis il y a l'aspect que même si lui arrive à un accord avec la Russie, eh bien il faudrait encore que les Occidentaux derrière euh, jouent le jeu, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Donc voilà un petit peu la position. La Russie est en fait à la recherche d'un interlocuteur et ça va être, s'il y a une conférence de paix, ça va être le vrai défi de cette conférence de paix, c'est d'avoir un vrai interlocuteur. Parce que les Occidentaux, et on l'a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Occidentaux ne sont pas du tout prêts à, à vouloir une négociation. Et je rappelle peut-être, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est aussi quelque chose qui a un bruit qui a circulé dans les couloirs de la conférence de Bürgenstock, eh bien, c'est que l'Ukraine est en train de planifier une nouvelle contre-offensive qui aura lieu en 2025 de façon à récupérer les territoires. Donc on est dans un remake de ce qui s'était passé en 2022-2023 et donc qui indique que les Occidentaux ne sont pas du tout engagés sur l'idée d'une négociation avec la Russie. Et même si aujourd'hui les États-Unis cherchent un petit peu à mettre comment dire, garder le conflit ukrainien à feu doux en quelque sorte, parce qu'ils s'aperçoivent bien que c'est un échec. Je rappelle que déjà en novembre 2022, les Américains avaient demandé à Zelensky de se rapprocher de de la Russie. C'est intéressant puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu trois tentatives de négociation qui ont toutes eu lieu en 2022, en février, mars et puis août 2022. Et puis, ensuite, il y a eu la publication du rapport, enfin, la formule en 10 points de Zelensky. Et puis, en novembre 2022, les Américains constatent que on est dans dans un jeu de poker menteur, mais que l'Ukraine ne réussira pas à faire l'offensive qu'elle prévoit et commence déjà à pousser Zelensky à négocier. Donc, on s'aperçoit bien que les Américains ont sans doute, malgré tous les défauts qu'ils ont, ils ont sans doute un regard plus pragmatique sur le conflit qu'ont les Européens. Et c'est ce regard plus pragmatique qui leur permet aujourd'hui de prendre un peu plus de distance et d'ailleurs de remettre la patate chaude aux Européens. Et ce sont les Européens qui supporteront le poids de l'échec en Ukraine, mais les Américains veulent s'en dissocier un petit peu, ce qu'on peut concevoir. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la question d'une conférence de paix en Ukraine, ça va être de savoir qui soutient l'Ukraine dans ces négociations. Parce qu'aujourd'hui, du côté européen, on voit qu'il n'y a absolument aucune volonté d'avoir la paix. On voit que l'idéologie qui prédomine en Europe est celle, en réalité, des pays de l'ex-Europe de l'Est. C'est ce que Donald Rumsfeld appelait le, Ronald Rumsfeld, pardon, appelait la Nouvelle Europe, c'est-à-dire les pays baltes, la Pologne, qui sont vraiment au sein de l'OTAN comme au sein de l'Union européenne. Je l'ai moi-même vécu au sein de l'OTAN. Ce sont vraiment les vrais faucons de l'Alliance et qui vont même, qui sont même plus royalistes que le roi, bien souvent. Et comme ce sont des alliés indéfectibles des États-Unis, les États-Unis finalement jouent un petit peu avec ça, mais on a des pays qui sont extrêmement agressifs, qui
peut-être pour des raisons historiques, quoique je n'aime pas trop expliquer ça par l'histoire parce qu'il y a un moment où on doit commencer à devenir pragmatique. J'ai moi-même eu dans ma famille des gens qui se sont battus contre l'Allemagne en 1914, entre 1914 et 1920 d'ailleurs, et puis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et jamais dans ma famille on a on a essayé de prêcher la haine des Allemands. Et pourtant, j'ai de nombreux membres de ma famille qui sont morts sur le champ de bataille face aux Allemands, tués par des Allemands. Et maintenant, la question se pose plus vraiment parce que la génération qui a vécu ça n'est plus de ce monde. Mais ça montre que même juste après ces conflits qui ont été extrêmement meurtriers, nous avons réussi à surmonter la haine et nous avons surmonté cette haine en se tendant la main. C'est valable du côté allemand comme du côté français. Et ce que je constate aujourd'hui par rapport à la Russie, c'est que les pays de l'ex-Europe orientale, l'Europe de l'Est, sont incapables de tendre la main. Et ils restent encore sur une représentation de l'histoire très récente d'ailleurs, qui est extrêmement caricatural. Ils ont d'ailleurs, dans l'histoire, si on regarde l'histoire de l'Union soviétique et l'histoire du communisme, ce sont ces pays, la Pologne et les pays baltes, qui ont été les plus agressifs, les plus virulents communistes, qui ont été je pourrais dire presque les plus sauvages des communistes, bien plus que les Russes. Et quand on regarde les massacres qui ont été causés, par les organisations soviétiques, parce qu'aujourd'hui on aime bien assimiler soviétique à la Russie, enfin le terme soviétique à l'adjectif russe. En réalité, l'Union soviétique comprenait aussi des Baltes, et ces Baltes-là se sont comportés de manière extrêmement sauvage, déjà durant la guerre froide, à l'égard de leur propre population d'ailleurs. Donc on est avec une population dont la culture est extrêmement agressive, qui n'est pas une culture, qui n'est pas du tout la culture de qu'on imaginait à la chute du communisme en 1990-91. Et ce sont eux qui, en réalité, sont les porteurs de l'agressivité. En grande partie, les porteurs de l'agressivité, parce que finalement, il y a des âmes bien complaisantes par rapport à cette agressivité-là. La russophobie est malheureusement très répandue et on aime bien utiliser finalement ou exploiter la haine des pays de l'Est pour justifier notre propre haine en quelque sorte. Donc, on est dans quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer, je pense, et qui devra, à un moment donné, qui devra être géré si on veut avoir une conférence de paix qui tienne la route. En tout état de cause, la conférence de Bürgenstock est un échec. C'est un échec qui était attendu, qui était prédit, que l'on avait presque prévu d'une certaine manière. La reconnaissance de Zelensky, qui devait être globale, internationale, ne l'a pas été. Finalement, il a la reconnaissance du petit club des pays qui sont finalement qui gravitent autour de l'Occident. Ce qu'on appelle le Sud global n'est pas du tout solidaire de cette reconnaissance de Zelensky. Les pays qu'on aurait pu avoir à cette conférence et qui auraient pu peut-être avoir une influence sur la Russie, eh bien, n'ont pas voulu signer comment dire, la déclaration finale. Et en réalité, on est dans quelque chose qui était mal ficelé dès le départ, qui a été mal préparé, qui a été mal pensé et qui n'a pas été pensé dans le sens de la paix, mais qui a été pensé dans le sens de la continuation de la guerre sous une autre forme. Et c'est d'ailleurs les déclarations en ouverture de cette conférence des différents dirigeants européens ne fait que souligner cette idée qu'on n'était pas du tout dans une conférence de paix, on était dans une conférence de revanche, on était dans une conférence où il s'agissait de trouver finalement des mots, un narratif plus que
des décisions concrètes pour résoudre la situation. Et avec le problème, le sempiternel problème que j'évoque en permanence concernant le conflit ukrainien, c'est que nous sommes incapables de définir ce que pourrait être considéré comme victoire de l'Ukraine. Ne pouvant définir ça, nous n'avons pas d'objectif pour ce conflit, si ce n'est l'effondrement de la Russie, ce qui ne fait que renforcer d'ailleurs la popularité de Vladimir Poutine de l'autre côté. Donc, avec le narratif qu'on répète, eh bien, on ne fait que renforcer la position de Vladimir Poutine. Et n'ayant ni définition de la victoire, ni objectif, eh bien, il est impossible d'avoir une stratégie. Et c'est exactement le problème des Occidentaux, que l'on a retrouvé en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye, au Sahel et ailleurs dans le monde. Nous n'avons pas de stratégie. Et l'absence de stratégie, eh bien, nous est tout simplement fatale. Et le reste du monde le voit bien. Et il faudra voir avec le prochain conflit, notamment celui avec la Chine, pour que cette absence de réflexion stratégique se concrétise une fois de plus. Voilà, je termine avec cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci.